Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires. 2 histoires assez courtes et une histoire assez longue. On est parti pour la première histoire. Une maison abandonnée étrange. Salut, je vais te raconter une histoire assez étrange qui m'est arrivée pendant la pandémie. Je suis policier dans une petite ville paisible. Mais pendant la pandémie de Covid-19, les choses ont pris une tournure sinistre. Les rues étaient désertes, les commerces fermés, et une atmosphère oppressante régnait sur la ville. Un soir, j'ai reçu un appel urgent concernant une maison abandonnée. Les voisins étaient inquiets et signalaient des bruits étranges ainsi que des lumières clignotantes à l'intérieur. J'ai pris mon âme de service, ma lampe de poche, et je me suis dirigé vers la maison pour enquêter. La maison était lugubre, avec ses fenêtres sales et ses murs décrépits. En entrant, j'ai ressenti un malaise qui m'a glacé le sang. J'ai avancé prudemment dans le couloir, chaque pas provoquant un craquement sinistre sous mes pieds. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd venant de l'étage supérieur. Mon cœur s'est mis à battre, alors que j'ai gravi l'escalier. La lumière de ma lampe de poche éclairait les murs couverts de moisissures. Arrivé devant une porte entr'ouverte, j'ai distinctement entendu des murmures étouffés. J'ai poussé la porte, et ce que j'ai découvert à l'intérieur a glacé mon sang. Le sol était jonché de masques chirurgicaux et de flacons de désinfectant. Les murs étaient couverts de dessins étranges et de symboles ésotériques. Au centre de la pièce se dressait un autel macabre, orné de bougies brûlées et de photographies déchirées. Alors que j'examinais la scène avec horreur, j'ai soudain entendu un rire sinistre derrière moi. Je me suis retourné brusquement pour faire face à une silhouette sombre qui se tenait dans l'ombre. La personne portait une combinaison de protection intégrale et son visage était dissimulé derrière un masque à gaz. L'inconnu s'est avancé lentement vers moi, son regard fixe derrière les lentilles de son masque à gaz. Une terreur indescriptible s'est emparée de moi. J'ai dégainé mon arme, mais avant que je puisse réagir, l'inconnu a disparu. Je me suis retrouvé seul dans la pièce, secoué par cette expérience terrifiante. J'ai appelé des renforts pour sécuriser la maison et enquêter sur ces événements étranges. Malgré des recherches approfondies, nous n'avons jamais pu identifier l'inconnu. Les habitants de la ville ont été profondément marqués par cette histoire, et l'atmosphère déjà sombre due à la pandémie est devenue encore plus pesante. À ce jour, la maison abandonnée est considérée comme maudite. Des rumeurs circulent, prétendant qu'un esprit de scientifique fou hante les lieux, cherchant à propager le virus et à semer le chaos. Les habitants vivent dans la peur, se demandant si l'inconnu réapparaîtra un jour pour semer la terreur à nouveau. Alors, mon avis, c'est que sans doute c'était quelqu'un qui voulait faire comme des rituels sataniques ou des choses comme ça, que tu l'as surpris et que voilà, il est parti quand il t'a vu arriver. Mais je comprends que ça puisse faire peur. Après, que les habitants pensent que il va propager le virus, etc. Bon, pour moi, c'est clairement de la théorie du complot, hein. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Merci pour ton histoire. Et maintenant, on va passer à la seconde. Une intervention étrange. Cette intervention est assez récente. Nous sommes 3 à bord de l'ambulance ce jour-là, car accompagnés par un jeune stagiaire. Le motif de l'appel est classique. Une dame d'environ 90 ans qui a chuté la veille au soir dans sa salle de bain. Une chute mécanique de sa hauteur qui ne l'inquiétera pas plus que ça malgré quelques douleurs. Mais voilà, une fois la nuit passée, le réveil est des plus douloureux, et elle n'a pas d'autre choix que d'appeler le SAMU en l'absence totale de médecin traitant disponible. Nous sommes déclenchés à 8 heures pétantes, et nous partons donc avec notre stagiaire du jour, direction une ville côtière assez touristique. 20 minutes de route, et nous arrivons près de l'adresse indiquée. On repère la jolie maison qui se situe un peu en retrait d'une route très fréquentée et surplombant un petit jardin. On aperçoit alors immédiatement une silhouette plantée au milieu de la pelouse. Il s'agit d'un vieillard en robe de chambre et charentaise. Il regarde dans notre direction, complètement immobile. J'esquisse un petit geste, lui indiquant qu'on l'a bien vu,
Et un peu interloqué, j'échange quelques mots avec mon collègue sur le siège passager. Tain, il va geler, papy. Je pense qu'il nous a vus. On va aller faire demi-tour, il y a un rond-point pas loin. On est en plein hiver, et il gèle sans pitié, ni pour nos pare-brises, ni pour nos mains. L'herbe humide est recouverte d'une fine pellicule blanchâtre, la température frôle le négatif, et pourtant notre vieillard est bien là, imperturbable. Mes premières pensées sont tout à fait rationnelles. Il n'est en effet pas rare qu'on nous attende avec impatience, et le mari de notre patiente voulait sûrement faciliter l'arrivée des secours. Rien d'inhabituel à cela, malgré le temps glacial. On est dans le nord, on est rodé. Il ne nous faudra pas plus de 2 minutes pour nous retrouver à nouveau devant la maison, du bon côté de la route cette fois-ci. Je saute dans l'ambulance et m'avance vers l'entrée de la propriété. Première surprise, pas de trace du papy. En tout cas, pas à l'extérieur. Je remarque une seule entrée sur le côté de la maison, accessible seulement par un escalier en pierre. Et il me semble impossible qu'on ait eu le temps de descendre du jardin et de le gravir avant notre arrivée. On échange un regard avec le collègue, et je lui fais remarquer qu'il aurait pu au moins nous attendre. On jette un coup d'œil à la configuration des lieux. Aucune maison adjacente, que de belles villas situées en retrait de la route, elles-mêmes très passantes et impossibles à traverser. Il me semble alors extrêmement difficile que l'homme soit sorti de la propriété. Il est donc forcément à l'intérieur avec sa femme. Notre stagiaire se demande un peu de quoi on parle. Resté à l'arrière de l'ambulance pendant le trajet, il n'a absolument rien vu. Je monte les quelques marches, je sonne à une épaisse porte en bois. Quelques secondes s'écoulent, rien. Il est chier le vieux, il aurait pu nous attendre. J'aperçois enfin une silhouette approcher difficilement, et je devine qu'il s'agit de notre mamie blessée. Il est chier le vieux, en plus il laisse sa femme se démerder. Deuxième bug dans la matrice, quand mamie commence à déverrouiller la porte. 3 lourds verrous, en haut, en bas, au milieu. Là, c'est clair, l'homme n'a pas pu passer par là. Descendre du jardin, monter l'escalier, refermer à triple tour derrière lui, c'est bizarre. Je ressens pour la première fois un étrange sentiment, l'impression que quelque chose ne va pas, que tout n'est pas à sa place. À tel point que mes premières questions, une fois face à notre patiente, seront bien éloignées du médical. Où est l'homme qui nous attendait? Y a-t-il un autre accès pour rentrer? La vieille dame me regarde l'air interloqué. Elle me répond qu'elle vit seule, qu'il n'y a personne d'autre, croyant même que je parlais de son petit chien resté dans la véranda. Petit instant de flottement, échange de regards ahuris avec le collègue. Mais on est quand même là pour bosser. On se met donc en mode bilan. Circonstances de la chute, évaluation de la douleur, antécédents médicaux, recueil des constantes, appel au 15 et direction les urgences. On reste cependant assez perplexe de la situation, et tout en préparant notre gentille mamie à son évacuation sanitaire, on décide de mener notre petite enquête discrètement, le paranormal commençant doucement à s'immiscer dans nos cerveaux. On se transforme alors en détective, en mode Ghostbusters. Pas de traces de passage dans l'herbe, à part le sillon laissé par le chien. Pas âmes qui vivent dans les maisons voisines, situées à bonne distance. Vient ensuite l'interrogatoire de la patiente. Qui a appelé les secours? C'est elle-même en se réveillant le matin. Qui est au courant? Uniquement sa fille, mais qui habite à plusieurs centaines de kilomètres de là. Qui s'occupe d'elle? Est-ce qu'il n'y a pas un voisin âgé qui vient la voir de temps en temps? Réponse négative. D'un côté habite le maire de la ville dans sa belle maison, de l'autre, des jeunes qu'elle ne connaît absolument pas. Et le troisième bug cérébral arrive quand elle nous déclare qu'elle est veuve. Depuis quelques semaines seulement. Frisson, chair de poule, me voilà plongé en plein cœur d'un épisode d'X-Files. Je regarde mon binôme, aka Jean Mulder, qui fait à peu près la même tête que moi. On l'a bien vu tous les deux. On le décrit de la même manière. Il y avait quelqu'un ou quelque chose qui nous attendait ce jour-là. Pour les explications rationnelles, on a pensé à un voisin ou une connaissance contactée par la fille de la patiente afin de s'assurer qu'une ambulance viendrait bien la chercher. Ou alors une simple coïncidence, à un promeneur matinal qui s'est retrouvé dans le jardin pour d'obscures raisons. On se rassure comme on peut. Ou alors, explication un peu plus paranormale, un mari protecteur et inquiet pour l'amour de sa vie, revenu quelques instants d'un royaume inconnu pour s'assurer de sa sécurité. Le mystère restera entier, même si j'ai ma petite préférence. Alors j'ai adoré ton histoire. Vraiment, c'est une histoire adorable, parce que moi aussi j'ai ma petite préférence. Je sais bien que
Normalement, je privilégie les explications rationnelles, mais là, même en essayant d'être le plus rationnel possible, c'est impossible. Avec ce que tu me racontes, c'est impossible que ce soit un promeneur matinal ou quelqu'un, un voisin, quelque chose. Donc moi aussi, je pense que c'est le mari qui était mort il y a quelques semaines, qui est revenu voir qui est revenu pour voir si sa femme allait bien, si on allait bien la soigner. Et honnêtement, je trouve ça vraiment très mignon et adorable. Merci beaucoup pour cette histoire. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière histoire, la plus longue. Salut, l'histoire que je vais te partager s'est passée l'année de mes 15 ans, il y a environ une dizaine d'années. Je vivais avec mes parents. Nous avions une maison posée en campagne. Tu sais, un de ces endroits où il ne se passe jamais rien. Ayant grandi dans les environs, je n'ai jamais été témoin d'un incident en particulier. Pas de dispute entre voisins, pas de vol, pas d'acte de délinquance. Bref, il ne se passe jamais rien. Un soir du mois d'août de l'année 2012, j'ai pris la décision de ne pas accompagner mes parents pour notre sortie au restaurant du vendredi soir. J'ai préféré les laisser en tête-à-tête. N'ayant pas l'habitude de rester seule, ma mère m'a fait une liste de choses à ne pas faire. Elle me laisse le numéro du restaurant sur un morceau de papier. J'accompagne ma mère jusqu'à la voiture où patientait mon père. J'aperçois nos voisins qui s'en vont eux aussi. Côté voisinage, notre seule maison dans les environs était la maison de mon ami Charles, à une cinquantaine de mètres. Ma mère me rappelle de ne pas ouvrir des inconnus, même si le fait d'en croiser dans le coin était très rare. Un dernier bisou de ma mère et un pas de bêtises de mon père, et je regarde les phares de la voiture de mes parents disparaître dans la nuit. Je me tenais là, entouré par le noir, le ciel sombre et très nuageux. Je réalise soudain que je suis seule. Je m'empresse de rentrer et je prends le temps de bien verrouiller la porte. Je tire tous les rideaux pour cacher l'obscurité qui m'épiait par les fenêtres. J'allume la télévision et je zappe les chaînes, mais je ne trouve rien d'intéressant à regarder. Je monte dans ma chambre, je mets un peu de musique et je m'allonge sur mon lit. Je ferme les yeux et je me laisse porter par la chanson lorsqu'un étrange sentiment s'empare de moi. Je m'assois sur le rebord du lit, je regarde la porte de ma chambre. Je cours vérifier que j'ai bien verrouillé la porte d'entrée. Je vérifie aussi la porte de la cuisine. Je recule contre le mur. Je suis tout tremblant. J'ai le souffle court. J'entends les battements de mon cœur déchirés de ma poitrine. J'avance dans le salon. Je prends mon téléphone prêt à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je regarde autour de moi et je me demande à voix haute. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Je prends une grande inspiration et je me dis. C'est ta maison. Ces murs t'ont toujours mis en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Je m'assois dans le canapé. Les battements de mon cœur se stabilisent. Je me sens ridicule. Je pose mon téléphone sur la table basse et je me dirige vers la cuisine. Je décide de réchauffer un reste de nourriture au four. Le temps que le plat soit prêt, je remonte dans ma chambre. Je cherche un pull dans mon placard, lorsque mon regard est attiré vers l'extérieur. Je m'approche de la fenêtre, et j'aperçois de la lumière dans la maison de mes voisins. Je n'y prête pas attention, je tire les rideaux de ma chambre, et je retourne dans la cuisine. Je jette un coup d'œil au four, je m'installe dans le canapé, et je décide d'envoyer un message à Charles. Je ne quitte pas l'écran de mon téléphone des yeux. Tout est silencieux dans la maison. Seule la musique venant de ma chambre résonne faiblement à mes oreilles, ainsi que le bruit du four. 3 ou 4 minutes se passent avant que Charles ne réponde à mon message. Salut, ça va? Ouais, je viens de rentrer de mon entraînement de foot, je suis fatigué. Moi, je suis seule chez moi, mes parents sont partis au resto. Dis, tu veux pas passer pour discuter ou jouer à la console? T'es pas parti avec eux? Désolé, pas ce soir, je suis trop fatigué de mon entraînement. Mais demain, on se fait une journée ensemble. Ok, d'accord. Pour demain. Cool. Bonne soirée. Bonne nuit à toi aussi. En partageant ces quelques phrases, je me sentais déjà mieux. Juste le fait de savoir qu'il y ait des êtres vivants juste en bas de la rue, à quelques mètres de moi, il y avait des personnes, je me sentais moins seule. Je viens éteindre le four, je sors une assiette, quand j'entends du bruit venant de la rue. Je vais regarder discrètement à travers les rideaux. En balayant la rue du regard, je crois apercevoir une silhouette. Je recule, je prends le téléphone de la maison, et je vais chercher le numéro du restaurant. Mais est-ce que j'avais vraiment vu quelque chose? J'éteins toutes les lumières,
et reviens regarder à la fenêtre. Je regarde dans l'obscurité lorsque la lumière d'une lampe m'éblouit. Je cours à toute vitesse dans ma chambre et je verrouille la porte. Je regarde par la fenêtre et j'aperçois une lampe qui se déplace devant la maison. Je m'allonge sur le sol de ma chambre. Je ressens la terreur m'envahir jusqu'aux os. Qui est-il? Que veut-il? Est-ce qu'il m'a vu? Pendant que je me bats avec mes pensées, j'entends l'individu qui essaie d'ouvrir la porte d'entrée. Je me relève, je me saisis d'une paire de ciseaux. Je cherche mon téléphone et je me rends compte que je l'ai laissé dans le canapé. Je n'ai pas le temps de répondre à mes questions. Il va rentrer. Je sors de ma chambre, je cours au salon, je prends mon téléphone, lorsque j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Je n'arrive plus à bouger. Je suis paralysé par l'effroi. Ici, il ne se passe jamais rien. Et là, un étranger est rentré chez moi. Je vois la lumière de la lampe qui éclaire le parquet. L'individu s'approche. Je regarde la paire de ciseaux que je tiens fermement. Vais-je devoir l'utiliser? Je me tenais là, ciseaux à la main, prêt à affronter l'individu qui s'approchait de plus en plus. Mais soudain, j'ai réalisé que je n'étais qu'un gosse de 15 ans, et que lui était certainement beaucoup plus dangereux que moi. Il n'était sûrement pas armé d'une simple paire de ciseaux. Lui qui pénétrait chez les gens, lui qui violait leur intimité. Je me précipite donc dans la cuisine, et j'échange ma paire de ciseaux contre un couteau. Je me cache sous la table, la main sur ma bouche, essayant de cacher mon souffle saccadé. Je l'entends qui s'approche. J'aperçois à travers le tissu de la nappe le faisceau de la lampe qui balaye toute la maison. Va-t-il s'approcher de moi ou va-t-il monter à l'étage? Je savais que ma cachette n'était pas idéale. S'il venait en ma direction, il allait vite me trouver. J'essaie donc d'appeler ma mère sur son numéro, mais je tombais directement sur sa messagerie. Et pareil pour mon père. Ils ont dû laisser le portable dans la voiture. J'entends l'individu qui fouille dans les meubles du salon. J'aperçois le morceau de papier avec le numéro du restaurant sur le sol. J'essaie de l'attraper lorsque l'individu éclaire dans ma direction. Je l'entends rire. Je suppose qu'il m'a vu et qu'il va venir me chercher. Pourquoi te caches-tu, petite souris? Le doute n'était plus permis. Il savait que j'étais là. En entendant ces quelques mots, un frisson me parcourt le dos, comme si on me caressait avec des lames de rasoir. L'individu se dirige maintenant dans ma direction. Je compose le numéro d'urgence. Une femme me répond rapidement. Je ne lui laisse pas le temps de parler. Je donne mon adresse et demande de l'aide. Soudain, l'individu essaie de m'attraper. Je me sens piégé. Je ne vois que ses énormes mains qui essaient de m'agripper. Sans réfléchir, je lui plante le couteau dans le bras, ce qui le fait reculer. Je sors de dessous la table et je le bouscule de toutes mes forces. J'arrive à le mettre à terre. J'en profite pour fuir, je sors de la maison et je cours en direction de la rue. À ce moment-là, j'ai entendu l'individu hurler depuis la porte d'entrée. Cours, cours, petite souris, car si le vilain chat t'attrape, il te mangera toute crue. Je m'arrête quelques secondes à peine et je regarde en direction de ma maison. Et je le vois, là, se tenant à la porte de ma maison en train de me fixer. Il était vraiment grand, habillé tout en noir. Je pouvais à peine distinguer son visage, à cause de l'obscurité de la nuit, mais aussi à cause de ses cheveux qui cachaient la moitié de son visage. Je savais que s'il m'attrapait, je ne reverrais plus jamais mes parents. Je me mets donc à courir, courir, courir. Mes pieds touchent à peine le sol. Je suis là, au milieu de la nuit, à courir le long d'une route, en espérant échapper à un monstre. Je ne sais pas s'il me suit, mais j'aperçois au loin la maison de mon ami Charles. Je continue de courir vers cette maison qui pouvait me sauver. J'espérais juste être plus rapide que lui. Ne pas sentir la lame d'un couteau froid lacérer mes chairs. Ne pas sentir la balle d'une arme, ou simplement ne pas sentir ses mains énormes m'agripper. J'arrive devant la maison, et je me mets à cogner de toutes mes forces sur la porte. Je hurle à l'aide, je n'ose pas me retourner et le voir là. Je tape, je tape, je tape, je ne sais pas pendant combien de temps. Le père de Charles m'ouvre la porte. Je me précipite directement à l'intérieur et dans les bras de la mère de Charles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je pointe donc la porte du doigt. Ils aperçoivent alors dans l'obscurité la silhouette de mon agresseur. Il était là. Il m'avait donc suivi. Le père de Charles demande à sa femme d'aller chercher son arme. En entendant ces mots, l'individu décide de battre en retraite. Sa silhouette s'évanouit dans l'obscurité. Je ne voulais plus lâcher la maman de mon ami. Je savais qu'il n'oserait pas rentrer ici et que la police allait venir. J'étais de nouveau en sécurité. La police est arrivée 15 ou 20 minutes après. Bien sûr, l'individu avait déjà pris la fuite. Mes parents sont arrivés tout de suite après. J'étais tellement content de les retrouver. À ce moment-là, je ne voulais plus être séparé d'eux. Je ne voulais plus rester seul. Quelques semaines plus tard, l'individu a été identifié et arrêté grâce à son sang qu'il avait laissé dans notre maison.
Il avait cambriolé plus d'une dizaine d'autres maisons, et parfois même, lors de ces cambriolages, il avait agressé plusieurs personnes. Je n'ose pas imaginer ce qu'il m'aurait fait s'il m'avait attrapé. Mes parents habitent toujours cette maison. Aucun autre événement grave n'est arrivé. Moi, je suis allé vivre en ville, et je suis super prudent en ce qui concerne la sécurité de mon appartement. Même 10 ans après, je suis encore terrifié et hanté par cette nuit. Eh ben, tu m'étonnes que tu sois encore terrifié par cette nuit-là. Franchement, moi aussi, j'aurais été terrifiée. Et je sais même pas si j'aurais eu ton courage d'aller prendre une paire de ciseaux, d'aller prendre un couteau, de réfléchir à tout ça, d'appeler la police et tout. Euh, non, franchement, je trouve que tu as vraiment très très bien réagi. Et pour un gamin de 15 ans, ben, tu as eu de très très bonnes réactions, vraiment. J'espère quand même que il ne t'arrivera rien d'autre. Et je te remercie beaucoup pour ton histoire. J'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.